première partie, on va parler du Forex. Donc, on va voir les bases du Forex, les particularités de ce marché. Donc, le marché du Forex, forcément, il y a des particularités. Ça ne fonctionne pas comme les autres marchés. Donc, c'est ce qu'on va voir aussi. Il y a différentes paires, il y a les pips, il y a les histoires de volume. Donc, on va voir tout ça dans la première partie. Il y a aussi beaucoup de corrélations. On se rend compte que sur le Forex, il y a bien sûr différentes paires et beaucoup de paires se ressemblent finalement. Il suffit simplement de les interpréter correctement. Donc, c'est ce qu'on va voir. Et dans la deuxième partie, on va parler plutôt de trading. Donc, pour le coup, on va voir les stratégies adoptées, les stratégies adaptées au Forex et qu'on peut adopter justement. Donc, on va parler plutôt de trading dans la deuxième partie. Donc, au niveau du Forex, déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le Forex, c'est un marché qui est particulier, qui se comporte avec des paires. Donc, on a différentes paires sur le Forex et on a donc une classification sur ces paires-là. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on a donc les paires les plus connues, sûrement que vous connaissez déjà des paires au niveau du Forex. Les principales paires qu'on a, et vraiment la paire la plus connue, c'est euro-USD, donc euro-dollar. Euro-dollar, c'est la paire la plus connue, c'est la paire la plus échangée, c'est la paire la plus tradée. C'est sur cette paire qu'on a le plus de volume. Il faut savoir que plus de la moitié des volumes sur le Forex se font sur la paire euro-USD. Donc ça, c'est vraiment la paire principale à connaître. Ensuite, il y a d'autres paires et ces paires sont classifiées. Sûrement que peut-être que vous le savez déjà, mais on a une classification justement sur les paires. On a ce qu'on appelle les paires majeures, on a les paires mineures et les paires exotiques. Donc les paires majeures, ça va être justement euro-dollar, ça va être aussi GBP-USD, donc GBP USD, pareil, avec le USD après. On a aussi USD Yen, donc avec JPY ici, donc avec l'USD, toujours USD, tac, ici, et USD ici. Voilà, et ensuite, parmi ces autres paires majeures, on a aussi USD CAD, donc CAD, donc ça c'est pareil, une devise principale. On a CAD, on a AUD aussi, AUD, donc qui est dollar australien, on a NZD, on a CHF, franc suisse, CHF, et on a principalement, ouais, c'est surtout ça, donc euro USD, GBP USD, USD Yen, USD CAD, voilà aussi, AUD USD, NZD USD et USD CHF. Ça, c'est les principales paires, c'est les paires majeures, c'est ce qu'on appelle les paires majeures. Une paire majeure, pourquoi on dit que c'est une paire majeure? Parce que c'est une paire qui est composée d'une devise qui va être une devise majeure. Donc une devise majeure, c'est une devise comme l'euro, le GBP, l'USD, le yen, le CAD, le AUD, le NZD, le CHF. Ça, c'est tout ce qui est justement les devises majeures. Et la différence, c'est que sur les paires majeures, on a une devise majeure avec le dollar américain. Donc le dollar américain, c'est une devise majeure, mais elle est au-dessus des autres devises majeures, puisqu'on a une devise majeure plus le dollar américain. Et donc ça, c'est pour les paires majeures. Les paires majeures, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on a aussi les paires mineures. Donc les paires mineures, c'est un peu différent puisqu'on va reprendre justement tout ce qui est euro, GBP, yen, CAD, AUD, NZD, CHF. On va reprendre ces devises-là, mais on va les mettre entre elles. Donc ça va nous donner par exemple du euro GBP. Donc euro GBP. Ça va nous donner des paires comme ça. Ça va nous donner par exemple GBP, voilà, comme ça. Ça va nous donner aussi du GBP JPY, qui est le yen japonais. Voilà, donc on a ça, c'est tout ce qui est des paires mineures, parce que on appelle aussi paires croisées, simplement parce qu'elles sont croisées. On a une paire, une devise mineure, une devise majeure plutôt, qui est croisée avec une autre devise majeure, mais cette fois-ci dans les paires mineures, donc la catégorie des paires mineures, on n'a que des devises majeures entre elles, mais on n'a pas le dollar américain. Le dollar américain, il est à part, et dans les paires majeures. Donc c'est comme ça que fonctionne le Forex. Et on a vraiment ces deux grandes familles, c'est celles qu'on utilise. C'est les paires majeures et les paires mineures. C'est vraiment ça qu'on utilise. Ensuite, il y a aussi les paires exotiques. Les paires exotiques, on l'utilise un peu moins. Il y a des traders qui sont spécialisés sur les paires exotiques. Être spécialisé sur les paires exotiques, ça peut être bien, mais c'est particulier. Les paires exotiques, ça va être la plupart du temps avec soit le dollar américain, soit l'euro, et on va ajouter à ça une devise exotique. Donc une devise exotique, ça va être par exemple la couronne norvégienne, ça va être une devise exotique. Tout ce qui est la monnaie turque, tout ce qui est le rouble russe, ça va être une devise exotique. Donc c'est finalement toutes les autres devises dans le monde, hormis
à part justement toutes les devises majeures, donc celles-ci. Donc on a les devises majeures, on a le dollar qui est un peu à part, et ensuite on a toutes les autres devises qui sont des devises exotiques. Les paires majeures, c'est une devise majeure avec le dollar américain, et les paires mineures, c'est les devises majeures croisées entre elles. Pour ça qu'on appelle aussi les paires mineures les paires croisées, parce que c'est des devises majeures qui sont croisées. Et les paires exotiques, c'est autre chose. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Sur le Forex, on distingue aussi, donc là plus au niveau du trading, on distingue aussi différentes catégories de devises pour le coup. Donc là, c'est vraiment des devises, puisque on a justement des devises qui vont être considérées comme plutôt risquées. On a des devises qui vont être considérées comme plutôt refuges, notamment comme le CHF par exemple, qui est la monnaie suisse. Et on a des devises qui vont être considérées comme plutôt des devises matières premières. Et ça va bien sûr énormément influencer la manière dont on va les trader, surtout au niveau fondamental, mais aussi au niveau technique, parce qu'il y a beaucoup de corrélations. On le verra juste après sur le graphique. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de corrélations. Et au niveau du coup de ces types de catégories, on a donc risqué, ça va être risqué, donc ça va être oui c'est ça. Au niveau des actifs risqués, donc risque, on a tout ce qui est euro. Risqué, ça ne veut pas dire que c'est forcément très risqué, mais ça veut dire que c'est des actifs à croissance. C'est des économies à croissance qui sont intéressantes et sur lesquelles on investit. Ça veut juste dire ça. Donc l'euro, par exemple, c'est une devise risquée, qu'on appelle risquée, mais elles ne sont pas forcément plus risquées, mais en tout cas, elles sont risquées puisque c'est ni refuge ni matière première. Ensuite, les devises refuge, par exemple. Donc refuge, c'est un peu plus simple finalement parce que refuge, c'est assez classique. Refuge, on a CHF, et on a yen japonais. Yen japonais, c'est une devise refuge et le CHF aussi est une devise refuge importante puisque c'est des devises, c'est-à-dire que quand tout va mal, on a envie de se réfugier dans une de ces devises, on a envie de se réfugier dans quelque chose qui peut nous assurer une sécurité. Et donc ce qui va nous assurer une sécurité, ça va être le CHF, ça va être le yen japonais, et donc c'est pour ça que c'est des devises refuges. Donc par exemple, quand on a une crise, même en ce moment, souvent le CHF va monter et le yen japonais aussi va monter, puisque c'est des économies refuges. Donc la devise dépend vraiment de l'économie du pays, et en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Au niveau des matières premières, pour le coup, matières premières, on a AUD, AUD, donc dollar australien, économie qui dépend énormément des matières premières. On a CAD, qui est une économie qui dépend énormément des matières premières. Et ça, c'est les principales devises vraiment sur lesquelles c'est très marqué. Ensuite, il y a d'autres devises, bien sûr. Ici, j'ai pas tout classé. Par exemple, ici, le GBP, il serait plutôt dans cette catégorie. Le NZD, il serait plutôt dans cette catégorie, un peu moins que le AUD, un peu différemment, mais ils sont fortement corrélés, donc il serait aussi dans cette catégorie. Le USD a une place particulière, puisque le USD, il serait plutôt dans les refuges, mais honnêtement, le USD, il est différent du CHF et il est différent du yen japonais. Il est clairement différent, puisque le USD, c'est un actif refuge, mais c'est en même temps un actif risqué, et c'est en même temps un actif des matières premières, puisque ça dépend aussi beaucoup des matières premières. Les États-Unis sont le premier exportateur, enfin le premier producteur de pétrole au monde, mais ils n'exportent pas, justement. Donc c'est un actif refuge, le USD, mais c'est aussi un actif matière première, et c'est aussi un actif risqué, bien sûr. Donc toutes les paires du Forex, on peut les classer comme ça. Et quand on va faire du trading, cette classification nous est beaucoup plus utile que la classification majeure, mineure, exotique. Parce que ça, c'est ce qui va influencer directement la corrélation, c'est-à-dire qu'on a des paires qui vont être corrélées. Si on regarde le AUD USD, le NZD USD, c'est des paires qui vont être fortement corrélées. Si on regarde USD CAD avec, ça va être aussi fortement corrélé, inversement corrélé, puisqu'on va avoir une devise principale et une devise de contrepartie. Puisque toutes les paires fonctionnent comme ça, on a la devise principale et la devise de contrepartie. Par exemple, si on prend USD CAD, USD CAD, USD CAD, on a dollar américain et dollar canadien. Donc ça, c'est la devise principale et ça, c'est la devise de contrepartie. Ça veut dire que 1 dollar américain est égal à, donc après, ça dépend le cours, mais ça peut être, par exemple, ici, j'ai pas le cours en tête, mais on va dire, par exemple, 1,25. Si c'était de l'euro-dollar, ce serait plus simple. Donc ici, c'est la devise principale et la devise de contrepartie. Donc c'est pour ça qu'on a justement des devises qui sont comme ça, et parfois ça peut être inversé. On peut avoir l'USD qui soit à la place du CAD ici, ou inversement. Et ça veut dire que le cours finalement est le même, simplement les paires vont être inversement corrélées. Donc à la place qu'on ait 1 dollar
égale à 1,25 $ canadien, ça peut très bien être l'inverse. On est 1 dollar canadien qui soit égal à 0,75 dollars américains, si on a inversé. Mais c'est exactement la même chose. Ça, euh, c'est simplement une norme qu'on a de définir les paires du Forex comme ça, avec une devise principale et une devise de contrepartie. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, si on veut trader le Forex, si on débute, forcément, il faut s'intéresser au volume aussi, puisqu'on va trader ces paires-là. Donc on voit que les paires principales sont classées comme ça, donc risqué, refuge, matière première. Et on va trader ces paires-là. C'est vraiment les paires principales qu'on va trader. Les exotiques, on les met à part et on va trader celles-là. On va les trader entre elles et on va les trader avec le dollar américain. Quand on va les trader entre elles et avec le dollar américain, on va utiliser des volumes. Donc les volumes, ça va être des lots simplement. Sur le Forex, on utilise des lots. Et donc un lot, par exemple, on prend l'exemple de l'euro-dollar ici, donc euro-USD, euro-USD ici. Donc on prend l'exemple de l'euro-dollar justement, et un lot, ça va nous faire 100 000 euros. Alors on ne va pas forcément trader directement 100 000 euros, puisqu'on ne va pas forcément acheter un lot, mais si on prend une position, si on va sur une plateforme de trading sur le Forex, ça peut être MetaTrader, ça peut être ProRealTime, ça peut être sur TradingView, ça peut être sur des plateformes des courtiers, peu importe. Le courtier, il va nous proposer de prendre une position comme ça avec un volume. Et le volume, il sera en 1, il sera en 0,1, il sera en 0,01, on peut mettre des 2, des 3, voilà. On peut l'ajuster avec les chiffres qu'on veut. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'un lot, ça fait 100 000 euros. Il y a des courtiers chez qui on a des micro-lots, des mini-lots aussi. Et dans ce cas, un micro-lot, par exemple, ou un mini-lot, ça va faire un lot égale 10 000 ou un lot égale 1000, par exemple. Donc ça, c'est dans le cas des mini-lots et des micro-lots. Un lot de base, chez tous les courtiers, ça fait 100 000 euros sur l'euro-dollar, puisque c'est la devise principale qu'on va prendre, et pas la devise de contrepartie. Donc, un lot, c'est comme ça. Maintenant, quand on va trader, on ne va pas prendre 100 000 euros. Déjà, on n'a pas forcément un capital de 100 000 euros. Et en plus, on ne va pas forcément prendre directement 100 000 euros sur le marché. Une position comme ça, ce serait énorme. En tout cas, ça dépend de l'optique, ça dépend du capital total. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on va prendre. Pour ça, on a un effet de levier et on peut ajuster le lot. On n'est pas obligé de prendre un lot. On peut prendre 0,1 lot. 0,1 lot, ça va nous faire 10 000 euros. 10 000 euros, qui est déjà beaucoup plus correct. On peut prendre 10 000 euros, suivant le capital qu'on a, ça peut le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir 10 000 euros. On n'est pas obligé d'avoir 10 000 euros pour prendre une position de 10 000 euros. Pour ça, on va utiliser de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est comme si on prend une position de 0,1 lot, ici. On prend cette position. Donc, on prend 10 000 euros d'investis sur une paire. Ici, voilà, c'est un euro. On prend 10 000 euros d'investis sur une paire, et sur cette paire, on n'est pas forcément obligé d'avoir un capital de 10 000 euros. Pour ça, on peut avoir par exemple un capital de 1 000 euros. 1 000 euros, ça c'est notre capital. Si on fait 1 000 euros fois 10, ça nous fait 10 000 euros. Donc avec 1 000 euros, on peut prendre un capital, on peut prendre une position de 0,1 lot. On va prendre 10 000 euros de position sur cette paire. Avec un capital de 1 000 euros, on utilise donc un effet de levier de 10. Et c'est comme ça qu'on va calculer son effet de levier sur le Forex en tout cas. On va pas se dire, ok, je prends une position, combien je prends d'effet de levier. Non, la plupart du temps, on n'y pense même pas. Par contre, on connaît notre capital et on connaît le nombre de lots qu'on va prendre. C'est les seules informations qu'on a. L'information sur l'effet de levier, on peut l'avoir, mais il faut la calculer, ou alors on peut l'avoir sur certaines plateformes, mais c'est pas là-dessus qu'on va prendre notre position. Pareil sur ce chiffre ici, ça c'est l'équivalent en euros d'un lot. C'est intéressant, mais c'est pas vital. C'est pas l'information qu'on va utiliser pour prendre une position. L'information qu'on va utiliser et qu'on aura sous les yeux au moment de prendre une position, ça va être le nombre de lots et ça va être le capital qu'on a. Voilà. Et l'effet de levier, c'est la conséquence. Donc souvent, on me demande, oui, mais combien je peux prendre d'effet de levier? Comment je peux faire pour calculer l'effet de levier? En fait, il n'y a pas besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est son capital et le lot qu'on peut prendre, donc le lot maximum, et puis bien sûr l'effet de levier maximum. Par exemple, ici, si on a un capital de 100 euros, 100 euros, ça va nous demander un effet de levier de x100. L'effet de levier de x100, on ne l'a pas forcément parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui ne permettent pas d'avoir un effet de levier de 100. Donc dans ce cas, on ne peut pas prendre notre position. Mais dans ce cas, la plateforme de trading va nous l'informer. La plateforme va nous dire non, c'est pas possible, fonds insuffisant. Sur MetaTrader, par exemple, c'est ça qui est affiché, c'est fonds insuffisant. On a 100 euros, on veut prendre 0,1 lot, on ne peut pas parce que fonds insuffisant. Donc les informations qu'on a et qu'on utilise, c'est le capital
et le nombre de lots qu'on va prendre. Le nombre de lots, il peut être compris la plupart du temps, ça peut aller de 9, il me semble, ou 10. On peut prendre 10 lots maximum, jusqu'à 0,01. On peut même rajouter un 0 ici comme ça. Donc voilà, ça c'est la manière dont on va utiliser les lots. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus par rapport aux différentes paires, par rapport à la classification majeure, mineure, par rapport à la classification aussi au niveau des risques, matières premières, ici paire principale, paire de contrepartie, euh, voilà, paire majeure, paire croisée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. C'est le moment, je réponds à toutes les questions là. Donc il y a aussi la corrélation, bien sûr. Donc on voit que ici, on a les paires, enfin les devises risquées, les devises refuges, les devises matières premières, et ces devises sont corrélées. Donc la corrélation, pour ça, on peut aller directement sur un graphique et voir ce que ça donne. Sur le graphique, on voit clairement la corrélation. Donc je vais afficher un graphique. Tac, partage d'écran, tac. Donc je vais afficher le graphique rapidement pour qu'on puisse voir l'exemple justement des corrélations qu'on a. Donc on a vraiment des corrélations en fonction des différentes paires. Ok, donc là on est sur le graphique. On voit que par exemple si on prend euro-USD, bon alors là sur l'euro-USD j'ai mon analyse qui est faite dessus. On voit qu'on a un graphique, on a des vagues, on voit les vagues. Et si on retient ces vagues-là, et qu'on va sur une autre paire, on va voir qu'on a vraiment une forte corrélation, par exemple, sur GBP-USD. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes finalement. Euro et GBP, c'est des actifs risqués, c'est des actifs européens, et c'est des actifs simplement qui vont varier un peu de la même manière finalement. Et en plus, au niveau de la paire, elles sont face à la même devise, elles sont face au dollar américain. Et donc, si on regarde les vagues, on voit qu'on a à peu près les mêmes vagues. La seule chose qui change, c'est l'amplitude et c'est la manière, la rapidité et l'amplitude, c'est ça. Donc, bien sûr qu'on a les mêmes vagues, la plupart du temps, on a les mêmes vagues. Et quand on a un creux, souvent, par exemple, un creux sur l'euro-dollar ou un creux sur le GBP-USD, souvent, on va aussi retrouver ce creux sur les autres paires. On voit que, par exemple, ici, on a un creux, on a également des sommets qui sont au-dessus. On voit que ce creux-là, on le retrouve aussi sur l'euro-dollar. On voit que ici, récemment, pour prendre un exemple récent, on a eu ce creux qui était plus bas. Donc là, sur GBP-USD, on a eu ce creux ici et ce creux ici. Donc on a trois creux alignés et on a un grand creux du pic de volatilité. Si on regarde euro-USD, Euro-USD, on a le creux, le grand creux de la volatilité, et ensuite on a trois creux alignés. Donc la corrélation, elle est là. On a une forte corrélation entre les différentes paires suivant les types de paires. On a le type risqué, le type matière première et le type refuge. Ici, c'est vraiment deux types de devises qui sont un peu identiques. Si on prend par exemple USD-Yen, USD-Yen, et qu'on regarde à quoi ressemble le graphique. USD-Yen, on voit qu'on a des creux, on voit qu'ici on a eu un pic vraiment de volatilité, on a différents creux, et on voit que récemment on commence à partir un peu à la baisse ici, et avec différents sommets qui sont plutôt baissiers, et on a franchi des niveaux de support. Si on prend par exemple USD-CHF, USD-CHF, on retrouve ces mêmes creux et sommets. Maintenant, l'amplitude n'est pas la même et la tendance n'est pas forcément la même. Ici, la tendance, on voit qu'elle est moins baissière que sur l'USD-Yen, par exemple. Mais on voit que la forme est à peu près la même. Et ça, même si les paires ne sont pas corrélées, même si les devises ne sont pas corrélées, on voit que la forme est la même. C'est-à-dire que ici, si on prend AUD-USD, on voit qu'on est très baissier sur AUD-USD depuis 2018. On est très baissier si on prend USD CAD, USD CAD, on voit qu'on est très haussier depuis 2018. Donc on voit qu'on a vraiment une inversion de corrélation. Et pourquoi? Parce que c'est AUD USD et USD CAD. Donc on a dollar australien face au dollar américain face au dollar canadien. Donc on a une forte corrélation. Et ça, c'est important à comprendre. Donc c'est ça la particularité du Forex, c'est sur les volumes, donc sur les lots, c'est sur la corrélation entre les devises. Et donc, on a vraiment différents types de devises. Donc, les risqués, les refuges et les matières premières. Et ça me paraît vraiment un élément très important pour réussir en trading sur le Forex. Pourquoi? Parce que beaucoup de débutants ne savent pas qu'on a différents types de devises et ils vont trader de la même manière un USD CAD avec un euro USD. Que non, les paires sont différentes, les devises sont différentes. Si tu regardes l'USD CAD, ça peut être intéressant aussi de regarder les prix du pétrole, puisque ça va fortement influencer. Si tu regardes AUD USD également. Donc voilà, tout ça, c'est très important, je pense, et c'est souvent négligé par beaucoup de débutants. Mais encore une fois, c'est pas grave quand on débute, c'est là qu'il faut justement tester des choses.
Donc ça, c'est pour le forex au niveau des volumes. Et ensuite, si tout est clair, on peut passer à la stratégie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au forex, au volume, aux corrélations, au type de devise? Et ensuite, on voit directement la stratégie sur le graphique. Donc là, on est sur le graphique et on va voir la stratégie exacte. Comment on peut trader sur le forex, puisque là, sur le forex, ok, on connaît les bases du forex, on sait les différentes devises. Maintenant, comment on peut trader sur le forex? Pour ça, on va prendre une paire. Une paire, par exemple, une paire qui serait pas mal, ça peut être euro USD. On va partir sur du classique, euro USD. On va prendre, alors là, j'ai déjà des dessins sur ce graphique, donc on va en prendre un autre. Euro USD, ici par exemple. Hop, voilà, euro USD. Donc on va prendre un graphique euro USD qui va être pour le coup vierge. Le graphique est vraiment uni. Et sur ce graphique, ici, on voit qu'on a pas mal d'historique et on voit qu'on a des tendances qui se dégagent, on a des mouvements qui se dégagent. La première chose à faire, à mon avis, quand on arrive sur un graphique, c'est de regarder ce qui se passe comme ça. Déjà, on regarde de loin ce qui se passe. À quoi ressemble le graphique? À quoi il ressemble? On voit qu'on est sur le Forex. Ok, donc on s'attend peut-être pas à avoir une tendance qui va être très très forte. Beaucoup de stagnation, c'est normal, c'est deux devises entre elles. Donc ici, on va voir un peu à quoi ça ressemble. On voit que la paire ici, à partir de 2018, on a poussé jusqu'en haut, donc jusqu'à 1,25. Et ensuite, on est redescendu petit à petit. Donc, on est toujours dans cette tendance long terme ici. Sur cette tendance long terme, on voit qu'ici, quand on zoome un petit peu, on est plutôt vers le bas. Donc ensuite, quand on fait l'analyse, on a des niveaux de support, des niveaux de résistance, bien sûr. Et du coup, quelle stratégie on peut adopter par rapport à ça? Ce serait quoi votre stratégie ici? Rien qu'en regardant un graphique comme ça, sans se prendre la tête plus que ça, sans faire d'analyse, ce serait quoi votre stratégie? Est-ce qu'il y aurait un biais? Est-ce que ce serait plutôt haussier, baissier? Ou est-ce que ce serait mieux de prendre des positions à partir de maintenant, par exemple? La stratégie, en tout cas, que je mettrais en place sur le Forex, donc sur cette paire, ici, ce serait clairement une stratégie baissière. On voit qu'on est clairement baissier sur cette paire, et la stratégie, elle serait à la baisse. Mais elle serait à la baisse, pas n'importe où. Elle serait à la baisse, pas à partir d'ici, par exemple. Elle serait à la baisse à partir des plus hauts. Finalement, quand on fait une analyse simple, donc là, pour le coup, on va rentrer dans l'analyse. Si on fait une analyse simple, on utilise les droites de tendance, les supports et résistances. On voit qu'en utilisant les droites de tendance comme ça, on voit que naturellement, on peut en tracer une ici. Moi, en tout cas, c'est celle que j'ai vue dans un premier temps. On peut sûrement en trouver d'autres. On peut aussi trouver des niveaux de support et de résistance horizontaux. Donc, par exemple, avec une ligne comme ça, on voit qu'ici, on a un niveau important. Et d'ailleurs, ça correspond au niveau des 1,12. Niveau des 1,12, niveau psychologique. D'ailleurs, 1,12, c'est un niveau psychologique, donc c'est important de prendre ça en compte puisque c'est un niveau important et c'est ce qu'on va utiliser. On sait que la plupart du temps, quand le prix arrive sur un niveau comme ça, quand il va arriver sur une droite de tendance, quand il va arriver sur un niveau de support et de résistance, le prix a plus de chances de rebondir. Donc comme il a plus de chances de rebondir, on va partir du fait qu'il va rebondir. Et donc pour ça, comme on va partir du fait qu'il va rebondir, il va venir dessus, il va rebondir, en tout cas c'est le scénario qu'on privilégie, c'est le scénario sur lequel on va partir, et comme on part sur ce scénario, on va prendre plutôt des positions baissières. Et l'avantage, c'est qu'on va s'intégrer dans la tendance baissière en faisant ça, en prenant des rebonds, on va mettre les probabilités de notre côté, et ça va nous permettre de gagner facilement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un professionnel des marchés, il n'y a pas besoin de s'y connaître à fond, d'être celui qui s'y connaît le mieux, qui a la stratégie béton. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Ce qu'il faut principalement, c'est mettre les probabilités dans son sens. C'est ça qui est important. Donc si on met les probabilités dans son sens, ça va être de partir du fait qu'un niveau de résistance ou un niveau de support va rebondir. Et si on arrive, par exemple ici sur l'euro-dollar, on est dans une tendance baissière, donc on va partir du fait qu'on va rebondir sur un niveau de support et de résistance. Donc ici on a un niveau de résistance qui est assez récent, donc on part du principe qu'on va rebondir dessus, toujours dans ce cas-là. Donc la stratégie adaptée ici sur le Forex, ce serait soit une stratégie de long terme ou de moyen terme en rebondissant sur les droites de tendance et en rebondissant sur les droites horizontales, donc support et résistance, soit ce serait une stratégie de court terme, et dans ce cas, on va passer sur des unités de temps qui vont être plus petites. Ici, on est en daily, donc on est sur une unité de temps qui n'est pas spécialement petite, on est en daily, donc en journalier. Maintenant, si on passe sur une unité de temps plus petite, en 5 minutes, dans ce cas, on va faire du trading plus court terme. Mais là, c'est autre chose. Sur le Forex, ce qui est le plus adapté, ça va être tout ce qui est stratégie moyen terme et tout ce qui est stratégie court terme. Tout ce qui est stratégie long terme,
on peut le faire, mais c'est pas le mieux. Et quitte à mettre des stratégies long terme en place, autant le faire plutôt sur des indices, autant le faire plutôt sur des actions, sur des choses comme ça qui s'y prêtent mieux. Sur le Forex, le mieux en tout cas, et puis même ce qu'on voit sur l'euro-dollar, c'est qu'on a une paire qui certes a une tendance baissière, mais qui n'est pas forcément aussi intéressante qu'un indice. Et on a beaucoup de vagues. On voit qu'à chaque fois qu'on descend, on remonte, puis on descend, puis on remonte. Là où sur les indices, on est souvent plus direct. En tout cas, ces dernières années, c'était le cas. Donc, on est plus direct. Donc, sur le Forex, plutôt mettre en place des stratégies moyen terme et court terme. Quitte à mettre des stratégies moyen terme et court terme en place, il faut qu'elles soient adaptées. Et donc, adaptées à quoi? Adaptées au temps qu'on a de disponible. Si on a des heures à y passer dans la journée ou si on a que quelques minutes à y passer dans la journée, ça va être différent. Si c'est adapté à ses objectifs, est-ce qu'on a des grands objectifs? Est-ce qu'on a des objectifs plutôt long terme? Est-ce qu'on a des objectifs plutôt court terme? Est-ce qu'on veut investir sur les 5 ou 10 ans à venir ou est-ce qu'on va investir plutôt sur le court terme, sur quelques mois, quelques années au maximum? Dans ce cas, le trading sera plus intéressant et le forex peut être intéressant. Ensuite, la stratégie à adopter, à mon avis, pour gagner sur le forex, c'est une stratégie qui va être simple. C'est ce qui va permettre de gagner le plus de confiance en soi et c'est ce qui va permettre simplement de pouvoir être rentable facilement, de pouvoir gagner facilement. Le truc, c'est pas forcément utile d'utiliser des tonnes d'indicateurs techniques, de venir chercher, valider à chaque fois des points, puisqu'on peut réussir avec une méthode en price action. Et le secret de la méthode en price action, ce serait de suivre la tendance. Donc euh, ici, par exemple, on suit la tendance. Donc si on suit cette tendance-là, ce serait une tendance plutôt baissière. Après ici, on est un peu moins baissier, on est plutôt dans un range ici puisqu'on a eu un gros pic de volatilité. Mais à ce moment-là, on était dans une tendance baissière. Même si on le voyait à partir d'ici, même si on le voyait ici, on était plutôt en fin, mais on avait encore du potentiel. Même si on le voyait à partir d'ici, la tendance baissière, elle commence là. Donc on le voit finalement, on voit qu'on est plutôt baissier. Donc à mon avis, la méthode en price action est la plus adaptée pour gagner sur le forex, puisque c'est celle qui va permettre de prendre confiance, c'est celle qui va permettre de vraiment utiliser le prix et uniquement le prix. Et ce qui est le plus important, ça va être le prix. Donc le prix, c'est vraiment ce qu'on utilise. euh, et du coup, on va partir du principe qu'on va rebondir sur des niveaux ou casser des niveaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, par rapport à la stratégie à mettre en place sur le forex? Sur les graphiques, en fonction donc des droites de tendance, des supports et résistances. Moi, c'est les éléments que j'utilise principalement. Après, voilà, il y a plein de traders qui utilisent d'autres types de stratégies avec des indicateurs techniques, avec d'autres choses. Oui, on n'a pas parlé des indicateurs techniques, on peut en parler, mais c'est pas quelque chose de vital. Le thème aujourd'hui de ce webinaire, c'est débuter sur le Forex. Débuter sur le Forex, pour moi, la meilleure manière de débuter sur le Forex, c'est de ne pas utiliser d'indicateurs techniques. Ça peut paraître contre-intuitif, mais pourtant, ça me semble être la chose idéale à faire parce que les indicateurs techniques, ça va brouiller et ça va nous faire reposer dessus, alors que le but, justement, c'est d'apporter une confirmation. Donc, si on apporte une confirmation, ça veut dire qu'on a déjà détecté l'opportunité, ça veut dire qu'on a déjà analysé le graphique. Mais on peut tout à fait parler d'indicateurs techniques quand même. Par exemple, voilà, un indicateur technique simple, vraiment pour débuter sur le Forex, ce serait la moyenne mobile. Ici, on est sur une moyenne mobile de 9, donc on peut peut-être la mettre, par exemple, en 20. Moyenne mobile de 20, moyenne mobile de 20, c'est pas mal, parce que 20, on n'est pas sur des moyennes mobiles de 50 ou des moyennes mobiles de 100, mais une moyenne mobile de 20, c'est pas mal puisque ça nous permet d'avoir une vision moyen terme ni court terme, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une moyenne de 9 comme tout à l'heure, mais on n'est pas sur une moyenne mobile de 50 ou de 100, puisque du coup on va avoir une optique plutôt moyen terme. Donc une optique moyen terme, c'est-à-dire que là on voit qu'on a des vagues et on voit que la moyenne mobile n'est pas plate. On voit qu'on a des rebonds, des creux, des sommets sur la moyenne mobile. Donc ça me semble être pas mal vraiment pour débuter. L'avantage de la moyenne mobile, c'est que c'est facile à utiliser, c'est-à-dire que c'est facile à utiliser, parce qu'on la regarde et il n'y a pas d'analyse à faire dessus. C'est-à-dire qu'on regarde le prix en premier. Donc le prix en premier, ça va être l'étude des creux et des sommets. Le prix, oui, il faut savoir que, j'en ai pas parlé, mais sûrement, le prix, on a des tendances. C'est-à-dire qu'on a la tendance primaire,
Ça, c'est dans les bouquins d'analyse technique, c'est comme ça, c'est-à-dire que quand on analyse le prix, on a la tendance primaire. À l'intérieur de cette tendance primaire, on va avoir des tendances secondaires. Les tendances secondaires, ça va être toutes ces vagues ici. Toutes ces vagues, ça va être des tendances secondaires. On voit qu'on a des vagues ici comme ça. On voit qu'ici, on a une vague qui est à peu près de ce sens-là. On voit qu'on a des vagues comme ça. Et ça va être la tendance secondaire. Ensuite, on voit qu'on a une vague ici, on voit qu'on a une petite vague ici, on voit qu'on a une vague baissière ici. Et ça, c'est la tendance secondaire. Et le prix se décompose toujours en trois tendances. Donc, tendance primaire qui va être tendance de long terme. Ça, c'est valable sur le Forex, sur les indices, c'est de l'analyse technique pure. Donc, ça va être valable sur tous les actifs. Et donc, on a la tendance primaire, les tendances secondaires et les tendances tertiaires. Et il faut voir ça comme étant une marée, comme si c'était la mer, en fait, et que finalement, on a la marée globale qui nous pousse dans le sens de la baisse. On a les vagues qui sont simplement les vagues de la mer finalement et qui nous poussent vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Donc c'est les différentes vagues. Mais quand la marée monte, les différentes vagues, à chaque fois, on va avoir des grosses vagues, on va avoir des petites vagues, mais globalement, la marée va aller, les vagues vont aller dans le sens de la marée. Et ensuite, on a tout ce qui est des petites vagues, des micro-vagues, et ça va être à l'intérieur. Par exemple, ici, on a une micro-vague. Et ça, après, on peut les détailler. Donc, pour le coup, ça prendrait vraiment trop de place. Donc, je vais en mettre quelques-unes. Mais on a des micro-vagues à l'intérieur de ça. Et le prix se décompose comme ça. Et ça, c'est les bases de l'analyse technique. Et l'avantage sur le Forex, c'est que c'est utilisable parce qu'on fait du moyen terme et du court terme. Même sur le long terme, c'est aussi faisable. Mais l'analyse technique est un peu différente. Pour le coup, il y a d'autres particularités. Par contre, ici, sur le Forex, c'est intéressant, mais ce qu'il faut bien savoir et ce qu'il faut bien détecter, du coup, c'est la tendance long terme, c'est la marée, parce que c'est la marée qui va diriger le tout. La marée nous pousse dans le sens de la baisse comme ici. On a donc des vagues qui vont certes monter, qui vont certes descendre de temps en temps, mais on voit que de manière globale, la marée va plutôt, les vagues du coup, vont plutôt descendre et donc la marée va plutôt descendre et la mer va plutôt s'éloigner. Ça, c'est le principe. C'est la métaphore sur l'analyse et sur l'analyse technique et c'est valable sur le Forex. Donc c'est comme ça qu'on va utiliser la chose. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça, c'est une métaphore d'analyse technique pour le coup. Ok, sur combien de temps est-il bon de faire une analyse technique? Ouais. Sur combien de temps? Sur combien de temps, ça va dépendre de ton objectif. Si tu as un objectif de trading ou d'investissement qui va être sur 5 ans, sur 10 ans, dans ce cas, au niveau de l'unité de temps, tu vas partir sur du journalier, sur du hebdomadaire, par exemple. Dans ce cas, c'est bon. Par exemple, sur le Forex, c'est pas forcément adapté, parce que sur le Forex, on va plutôt faire du court terme, du moyen terme. Donc, sur combien de temps on peut faire de l'analyse technique? Sur tant que tu as de l'historique, le passé va toujours nous rappeler des niveaux importants et nous donner des informations. Donc c'est ce passé qu'on va utiliser. Donc pour ça, on va utiliser différentes unités de temps, justement. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser le passé. Donc si on voit qu'on ne voit pas assez de passé, si on semble avoir l'impression qu'on n'a pas assez de passé, donc oui, de passé d'historique de cours, dans ce cas, il faut changer d'unité de temps. Donc ça va dépendre de l'objectif. Si c'est plutôt un objectif court terme, dans ce cas, aller plutôt sur des unités de temps plus petites. Si c'est un objectif long terme, plutôt aller sur des unités de temps plutôt long terme comme hebdomadaire, journalier ou même mensuel si c'est vraiment très long terme. Mais dans ce cas, selon moi, le Forex n'est pas le marché le plus adapté à ça. Donc voilà, ici, du coup, pour revenir à cette analyse technique, on a la marée, les différentes vagues, et donc on a les mini-vagues à l'intérieur des vagues, et c'est ça qui va nous pousser dans le sens. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Ok, donc ça c'est pour le Forex. Pour d'à peu près tout, on a vu tout ce qui était au niveau des paires, les différentes paires, la classification des paires, tout ce qui est le calcul de l'effet de levier, du volume, les particularités des paires, les corrélations entre les principales paires. Au niveau de l'analyse technique, ce que je peux rajouter, c'est qu'ensuite, justement, en faisant cette analyse sur le prix, ensuite on utilise et on rajoute les droites de tendance et les indicateurs techniques, et les supports et résistances plutôt. On peut aussi ajouter des indicateurs techniques. Et tout ça, ça va nous permettre de détecter les opportunités, puisque les opportunités, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste quelque chose qu'on doit oser prendre et qu'on doit savoir voir pour le coup. Donc oui, simplement, il nous faut juste les outils
Il nous faut juste les outils pour voir ces opportunités et simplement les droites de tendance et les supports résistance, ça nous suffit. Et si on est à l'aise avec, on peut détecter les opportunités. Ensuite, c'est à l'analyse du prix et utiliser cette analyse de prix pour détecter, ensuite prendre ces opportunités. Voilà, et ça c'est valable du coup sur des objectifs court terme, moyen terme. Pour débuter sur le Forex, ça c'est plutôt une stratégie en price action. Donc price action, c'est l'action du prix. Moi, c'est ce que j'utilise, c'est ce que je conseille. Je pense que c'est ce qui est le mieux. Et la moyenne mobile vient dans ce sens finalement. C'est un indicateur technique, mais c'est pas un indicateur technique qui va être lourd, qui va être chargé. C'est un indicateur technique qui est plutôt léger et facile à utiliser. Et si ça semble trop compliqué, mieux vaut ne pas l'utiliser, utiliser le graphique simple. Donc je pense qu'on a fait le tour, que je pense qu'on va pouvoir peut-être finir ce webinaire, sauf s'il y a des questions. Sauf s'il y a des questions sur la stratégie, sur le Forex, sur l'analyse du prix, sur plein de choses. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Par rapport même à la partie 1, ce qu'on a vu sur le Forex, sur les paires, sur les devises, sur la classification, sur l'analyse technique, sur le price action. Ici, on est en daily ici, hein, j'ai pris un graphique en daily, mais c'est valable. Cette même analyse de prix, on peut la refaire en 5 minutes. C'est exactement la même chose. Puisque ici, la marée sur le long terme, la marée long terme en général, elle va être sur plusieurs années, sur plusieurs mois. On va partir de ça, ça va être notre base. Si on prend par exemple un graphique en 5 minutes, la marée long terme, on peut considérer que la marée long terme sera les prochains jours, mais le mieux, si on veut vraiment s'intégrer le maximum dans la tendance, ce sera de considérer la marée long terme comme celle des mois et des années. Parce que si sur un an, le cours ne fait que monter, si sur tous les derniers mois, le cours ne fait que monter, si sur la semaine dernière, le cours ne fait que monter, dans les 5 prochaines minutes, statistiquement, il y a plus de chances que le cours monte. Donc ça, c'est le principe. Et le trading, c'est encore une fois des probabilités. On met les probabilités de notre côté et c'est comme ça que ça marche. Donc justement, cette marée long terme, on utilise la marée long terme de plusieurs mois, de plusieurs années pour chercher à s'intégrer dedans et le court terme vient nous aider à nous intégrer dedans, à nous intégrer dans les vagues et dans les micro-vagues qu'on va pouvoir voir sur le prix. Voilà, là pour le coup, je pense que on a tout mis au clair. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, c'était aujourd'hui le webinaire sur le Forex. Et je pense organiser un prochain webinaire sur un autre sujet la semaine prochaine sans doute. Je vous dis bonne soirée, bonne journée. J'espère que du coup, je vous ai permis de bien débuter sur le Forex, de voir les bases, donc tout ce qu'on a vu dans la première partie, et au niveau de la stratégie ensuite dans la deuxième partie. Et puis, si vous souhaitez vous faire accompagner, si vous souhaitez avoir une aide personnalisée, parce que tout ce qu'on a vu là, c'est pour donc tout ce qui est débuter sur le Forex, mais pour débuter et rapidement et pour réussir rapidement et gagner rapidement sur le Forex, le problème c'est que si on est tout seul, on peut y passer énormément de temps. Et donc pour ça, c'est pour ça que je propose des accompagnements. Et donc si vous êtes intéressé par des accompagnements, le mieux, ce serait de prendre un rendez-vous avec moi, qu'on en discute. De toute manière, même durant ce rendez-vous, vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des choses, repartir avec un plan d'action précis à appliquer. Et ensuite, si on part en accompagnement, dans ce cas, le but, c'est en 3 mois de vous faire obtenir le maximum de résultats et d'arriver à des résultats que vous n'auriez pas eu, ou alors très difficilement, mais sûrement pas en 3 mois. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc le lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Même avec ce rendez-vous, de toute façon, vous repartirez avec beaucoup d'informations. Donc sincèrement, je pense que rien qu'avec ce rendez-vous, ce sera beaucoup plus clair au niveau de la manière dont fixer les objectifs. Donc je vous invite vivement à prendre un rendez-vous. Bien sûr, sauf les personnes que j'ai déjà en accompagnement, bien sûr. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé dans ce webinaire. Et du coup, je vous dis à la prochaine, dans des prochaines vidéos, pourquoi pas en accompagnement, et puis dans un prochain webinaire. Ok? Tac. Je vais arrêter le partage d'écran. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine. Au revoir.